travaillais plus du tout sur le VIH. J'ai travaillé au tout début du VIH, en 83-95. Et puis quand je suis revenu postdoc, j'ai cessé de travailler dessus. D'abord, c'est trop de monde qui travaillait dessus, il y avait trop d'émotions, il y avait une demande qui était trop compassionnelle pour ce que moi je suis très. Moi, j'ai fait maladie infectieuse parce qu'on était sur le groupe. On trouvait le diagnostic et on guérissait. Et donc, la différence des cancérologues qui ont l'habitude de voir d'échouer dans un certain nombre de cas, on échouait très très rarement. Donc, c'est probablement pour ma personnalité insupportable d'accompagner simplement des gens qui mouraient. Et donc, c'était plus un choix compassionnel que d'hyperactif que j'étais et que je suis resté. Donc, j'ai abandonné ce champ. En plus, il y avait trop de monde, et moi, j'aime bien être dans les endroits dans lesquels personne ne regarde, parce que je trouve qu'il y a plus de chances que je trouve dans les endroits où personne ne regarde que là où tout le monde regarde à la fois. C'est très difficile de trouver là où tout le monde regarde. Et donc, pendant des années, je n'ai pas travaillé pour surveiller. Et puis, il y a mon ami Delfrécy, que j'aime beaucoup. Quand on a eu l'IHU, il m'a dit, écoute, c'est super, tu as eu l'IHU, tu vas avoir un plus gros financement pour le maladie infectieuse, mais enfin, c'est un peu gros quand même, que tu ne travailles pas du tout sur le VIH. Donc, je suis d'accord. Je vais faire quelque chose, mais à ma manière à moi. D'accord. Je ne vais pas faire comme tout le monde, je ne vais pas faire des cohortes, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas faire ça. Je vais faire ma manière à moi. Ma manière à moi, c'est je pense différemment, et deuxièmement, je vais faire ça avec les microbes, donc c'est pour ça qu'on fait le microdome, le VIH, c'est pour ça qu'on a approché les choses comme ça. Alors, comme je suis, moi, fondamentalement, ce qui m'intéresse, c'est l'évolution, le côté la médecine, parce qu'il m'excite intellectuellement, c'est l'évolution. Donc dans l'évolution, en réalité, et je suis un anti-darwinien radical, aussi, donc je crois que le darwinisme c'est une énorme connerie, parce qu'on est une mosaïque permanente, et que donc on a intégré au cours de l'histoire du vivant des dizaines de milliers de rétrovirus dans nos génomes, et que en réalité la base de la résistance des populations, c'est ce que moi j'appelle le cannibalisme. C'est-à-dire que c'est le principe des CRISPR, c'est-à-dire qu'on intègre les séquences de l'ennemi pour pouvoir les reconnaître et les empêcher de se multiplier. Donc j'étais certain que les êtres vivants ayant eu toute une série d'épidémies dans leur histoire, il y a toujours un moyen il y a toujours, ou pratiquement toujours, une partie de la population qui guérit spontanément et qui arrive à transmettre son immunité à sa descendance. C'est ce que je crois en général. Je crois que ça se passera, ça s'est passé dans toutes les histoires de l'humanité. C'est très vraisemblablement, on est en train d'essayer d'étudier ça sur la peste, par exemple, c'est de comprendre ce qui s'est passé. Je pense que c'était naturellement ce qui devait se passer pour HIV, il devait y avoir, si les choses se passaient comme je croyais, il devait y avoir des gens qui guérissaient de ça. Je continue à le penser, qui guérissent tout seuls. C'est une vraie question. Enfin, il y a des gens qui sont insensibles, alors, bien sûr, c'est CA5, c'est connu, il y en a d'autres, c'est raison, puis il y a des gens qui guérissent tout seuls. Et donc, on a commencé à chercher ça avec les gens ici, puis on a commencé par trouver 1, 2, 3, et donc on a fini par regarder ça, puis on a regardé la littérature pour voir ce qui se passait aussi dans la littérature, et donc on a fait un papier original et puis une revue avec les gens. Donc on a essayé de définir ce que c'était que les gens guéris, c'était à partir de l'infection HIV, et donc il y a des gens qui sont résistants, bien sûr, avec les facteurs qu'on commence à comprendre. Je pense que parmi les facteurs, il y a probablement le microbiote joue probablement un rôle extrêmement important dans la protection. Et puis il y a des gens qui sont sensibles à HIV, qui sont séropositifs, qui sont progresseurs, qui sont des contrôleurs. Et puis ce qu'on appelle, il y a des gens qui appellent ça dans la littérature les suppresseurs, nous on appelle les gens guéris. Ce qui est quand les gens sont pendant plus de 30 ans sans virus détectable, sans maladie, sans PSDT4, je ne sais pas comment ils vont mourir d'autre chose. Je appelle ça guéri. Parce que c'est le terme qui me paraît le plus adéquat. Donc voilà, on avait regardé ce qu'on trouvait dans la littérature, et puis ce que nous on rapportait. Et donc les trois cas, pour pouvoir, on avait fait ça avec une ingénieure russe, et donc on appelait ça la soupe, pour pouvoir avoir des morceaux de borsch, pour pouvoir avoir des morceaux de séquences. On a fait des centaines et des centaines de PCR pour arriver à avoir des petits bouts. Et on n'a même pas réussi à reconstituer des génomes entiers sur ces populations, tellement c'était rare. Alors c'est les gens qui n'avaient pas, qui ont toujours été charge virale négative, qui étaient indétectables en DNA par les méthodes standards, qui n'ont jamais eu de T4.
et qui étaient séropositifs. Donc on a regardé là, et voilà, on a 3. Alors celui-là, il est positif depuis les tout premiers tests, il était à Paris depuis les tout premiers tests HIV. Il n'a jamais été malade, jamais de charge virale positive, il n'a jamais eu de baisse de TK. Jamais. Donc ça nous ramène à 83, 84. Voilà. Donc je ne sais pas comment on peut appeler ça autrement que guéri. Enfin, lui, ça c'était il y a 3 ans, donc ça fait maintenant 8 ans. Et puis elle, ça fait maintenant 12 ans qu'elle est... elle n'a jamais rien eu, et elle a une petite fille dont je vous parlerai, qui est une histoire qui est aussi assez intéressante. Alors pour pouvoir arriver à avoir un peu de génome, vous voyez, celle-là c'est la dernière, c'est elle sur laquelle on essaie de comprendre les relations avec microbiote et guérison. Elle a 7% de 400 PCR positifs, 400 nested PCR positifs. C'est pas grand. Et en dépit du fait que depuis, on a eu son partenaire, dont elle est séparée, qui était un usager de drogue intraveineuse, et on a essayé de refaire des PCR en utilisant le génome que lui, on a entier du partenaire. On n'a pas pu se réussir en disant des cibles très très spécifiques. C'est tout ce qu'on a réussi à avoir. On a une partie extrêmement modeste de son génome. Vous voyez que sinon, on a un pourcentage de succès dans les PCR normales chez les HIV qui sont à très bas niveau, qui sont vraiment traités, qui est de l'ordre de 60% sur l'ADN. Donc très 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 bas, et elles étaient extrêmement dégradées avec beaucoup de stop codons qui étaient liés à des mutations G3. Et donc l'hypothèse était que c'était Apobec, ce qui était une hypothèse qui reprenait beaucoup de choses de la littérature. Donc on travaille beaucoup sur essayer de comprendre comment ça marche à Apobec. On rentre dans un monde qui est de complexité extrême, qui est celui des isoformes. Et donc on a plein d'isoformes d'Apobec, et donc on a des isoformes qui n'ont pas la cible de vif, et des isoformes, mais toutes seules, celles-là on les a exprimées, elles ne sont pas actives. Et on a une des hypothèses que nous avions, c'est que les isoformes, l'association de la forme complète avec des isoformes qui n'ont plus la cible de vif, permettent de dégrader le virus du sida en association. C'est une hypothèse qu'on avait, mais pour l'instant elle n'est pas validée, c'est une hypothèse. Donc il y a vraiment une spécificité une augmentation considérable. Alors à Apobec, on sait maintenant que sur les rétrovirus, ça a une activité, y compris sur les virus intégrés. Donc c'est pas... Voilà, donc il y a peu de cas. Et alors pourquoi moi ça m'intéressait en réalité, c'était à cause de lui, à cause des koalas, bien sûr. Donc on a des milliers de séquences qui sont intégrées dans le corps, et puis il s'est développé un peu en même temps, pas très loin en termes de temps de nous, c'est-à-dire probablement à la fin du 19e, il s'est développé un sida chez le koala qui se traduit, une infection rétrovirale, qui vient là aussi des singes, et qui se traduit par d'une part des cancers, d'autre part des infections opportunistes. Quand il meurt. On s'est même posé la question de savoir, on se pose toujours la question de savoir si toute la population de koala elle n'est pas morte. Et puis il y a une chose qui s'est passée qui est excessivement intéressante, ce qui est la raison pour laquelle il faut avoir des animaux dans les zoos, quand même, ça permet de les protéger. Il y a un zoo à San Diego, un zoo à San Francisco avec des koalas, et ceux de San Diego ne souffrent plus de l'infection du sida des koalas, alors que ceux de San Francisco souffrent toujours de ça. Et ce qui s'est passé, ce qu'on a pu observer au fur et à mesure chez les koalas de San Diego, c'est pour ça qu'il faut des évolutions. Il ne faut pas des gens qui soient trop restreints à HIV, parce que c'est dans le monde de l'extérieur qu'on peut être fertilisé. C'est l'évolution qui me dit ça. Ces koalas, ce qu'ils font, c'est qu'ils ont une période qui est préalable à celle de tous les rétroposons que nous avons, c'est-à-dire une endogénisation, c'est-à-dire une colonisation. D'abord, un contrôle de l'infection, et ensuite une colonisation des cellules germinales, et la transmission de ça aux générations. Ce n'est pas du tout un phénomène exceptionnel. Bien sûr, chez les rétrovirus, ce n'est pas extraordinairement commun. Enfin, on sait que ça s'intègre, c'est ce qui donne le placenta chez les mammifères. Ça c'est arrivé plusieurs fois, parce que les placentas des mammifères sont dus à des rétrovirus différents. Ceux des ongulés ne sont pas ceux des autres. Et ça continue maintenant, par exemple, l'herpès virus 6, ça continue à se transférer. Et maintenant, ça continue à intégrer les cellules germinales. Et il y a
des gens qui naissent avec des séquences de HHV6, ça nous pose même des problèmes diagnostiques importants parce qu'on ne sait pas, avec les PCR qu'on fait, on ne sait pas si c'est des séquences intégrées. Je ne sais pas, il y a 10% des gens qui ont des séquences intégrées maintenant de HHV6 dans le sang, dans le truc. Et donc, on ne sait pas si c'est des virus ou si c'est leur génome. Hein. C'est vraiment une évolution. Et ça se fait aussi, ça marche aussi avec les trypanosomes. Donc, au Brésil, il y a des gens qui ont des séquences trypanosomes intégrées. Et nous, on s'est passé beaucoup parce qu'il y a une ricadie qui s'appelle Wolbachia qui peut s'intégrer jusqu'à 80% dans le génome de ses hôtes. Donc, il y a 800 kilobases qui s'intègrent dans le génome de ces hôtes et qui se transmet de génération en génération. Donc, ce phénomène de transfert et de neutralisation des microbes par leur séquence, moi j'appelle le cannibalisme, j'ai changé de nom, je vais l'appeler Eat Me Cake. Maintenant, tu sais, je prends toujours des trucs de Lewis Carroll, donc au lieu de la Reine Rouge, je vais prendre mange-moi, mange-moi, mange-moi. Et donc je vais faire ça, ça marche mieux, je changerai du cannibalisme. Le cannibalisme, c'est Claude Lévi-Strauss qui fait ça, on mange son ennemi ou on l'ostracise. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas comme le koala, pour lequel ça a été observé, et donc sur lequel on peut observer ce phénomène-là. Donc c'est bien positif, c'est bien possible que ça se passe comme ça. Et enfin, la dernière chose qu'on a trouvée chez cette... Enfin, mais on est tellement occupé avec la maman que pour l'instant, l'enfant, on l'a un peu laissé tomber, c'est que cette petite fille, une petite fille, qui, elle, la mère n'a jamais été virée, jamais, mais à titre de précaution, elle a quand même eu de la ZT pendant la fin de la grossesse. La petite fille n'a jamais été positive, mais si on regarde et qu'on essaie de retrouver les séquences de la mère, on retrouve des séquences de la mère qui disparaissent au fur et à mesure. Donc ce qu'on cherchait, c'est de l'endogénisation, vraiment la transmission aux cellules germinales. Il est possible que ce qu'on ait détecté, ce soit la transmission des cellules souches de la mère. On peut transmettre des cellules souches pour la grossesse. Il est possible qu'il y ait eu quelques cellules souches infectées, que ce ne soit pas la lignée germinale, puisqu'on voit ça s'éteindre au fur et à mesure, et donc on a l'impression que c'est un pool qui est limité et pas toutes les cellules. Ce n'est pas leur génome vraiment intégré. En tout cas, c'est l'impression qu'on a. Voilà, ça c'est la petite fille qui est comme ça, et donc voilà, ça c'est la fille, c'est la maman, puis depuis on a le papa qui est là aussi. Voilà. Et donc, simplement, pour dire, c'est que, il ne faut pas oublier que dans les phénomènes biologiques, qui ne sont pas spécifiques de l'homme ou des autres, l'endogénisation, c'est un phénomène général. L'endogénisation des rétrovirus, c'est un phénomène général. Donc, il n'y a pas de raison que ça ne se passe pas plus chez l'homme que chez les autres. Il y a beaucoup de choses à faire en dehors de ce que nous on fait ou ce qu'on peut faire. Hein. Le passage dans les spermatozoïdes, c'est quelque chose qui est très très discuté. L'intégration dans les spermatozoïdes, c'est très discuté. Les ovules, c'est bien plus compliqué, mais les spermatozoïdes, c'est très compliqué. Mais on avait commencé, puis on a quitté ça, et plus là. Donc, mais il reste une vraie question. Est-ce qu'on peut mettre en évidence dans les spermatozoïdes les OCHT? Une vraie question. Il y a 2 papiers là-dessus, puis ils ont été contestés. Donc je pense que regarder par fiche, c'est quelque chose qui est intéressant. Est-ce qu'on peut transmettre les séquences, pas de virus, hein, mais les séquences par les spermatozoïdes, ce qui serait une vraie question, c'est le début de l'endogénisation. Hein. C'est une vraie question. Et puis, d'autre part, je pense qu'il faut garder l'attention sur le fait qu'il y a probablement des gens, une population très faible, on estime qu'il y a peut-être un pour 1000 ou 1 sur 2000, qui n'évoluent pas. Et c'est une question qui me paraît très ardente, parce que, comme on traite tout le monde maintenant, on ne saura pas s'il y a des gens qui guérissent spontanément. C'est une vraie question. Cette population, on ne pourra plus l'observer. On peut observer que les gens du passé, ceux qui arrivent maintenant, on ne pourra plus les observer. On ne pourra pas savoir si quelqu'un guérit spontanément. C'est une vraie question. Voilà, donc après on parlera, en particulier nous, le point où on est arrivé sur le microbiote, mais c'est trop prématuré pour que j'en parle sur quelque chose qui est diffusé par... Voilà. Donc je ne sais pas si vous avez des questions là, ou si vous voulez qu'on les fasse au fur et à mesure, moi je suis assez informel là-dessus. Hein? Non, pas de questions. C'était plus par rapport à Paubec. Est-ce que chez les 3 patients là, que vous avez vus, il n'y a pas de mutation. Il n'y a pas de mutation, il n'y a pas de polymorphisme particulier Non, bien sûr, on serait jeté dessus sur le truc de la porte, le truc des gorilles échangés. C'est le premier truc qu'on a pensé, le premier truc qu'on a regardé. Non, il n'y a pas de mutation. Non, ce qu'on a trouvé, c'est ça, c'est qu'on a l'impression, avec les données qu'on a fait, qu'on a un profil d'isoforme qui est différent. Voilà, ça c'est le point où on a l'impression que le profil des isoformes qu'on a chez les guéris n'est pas le même que celui des témoins. Voilà. Et que donc,
Mais on rentre là dans les isoformes, c'est terra incognita. Enfin, moi, j'ai essayé de téléphoner à quelques généticiens. Alors là, tout le monde est complètement pauvre. Qu'on va faire des isoformes dans la pathologie humaine ou même la physiologie humaine, c'est extrêmement... D'ailleurs, jusqu'à ce qu'on se préoccupe de ça, on ne pouvait pas penser qu'il y avait autant d'isoformes sur un seul gène. C'était vraiment un truc très, très étonnant. Moi, j'étais comme tout le monde, enfin, j'ai le couillon de la génétique, je me disais, voilà, les introns, on sort, puis voilà, enfin, c'est pas comme ça. Merci. Merci.